Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Ambroise Debray avec qui on va parler de digital nomadisme et de formation en remote. Salut Ambroise, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Salut Xavier, écoute, merci de m'accueillir sur ton podcast. Donc moi c'est Ambroise Debray, je suis en ce moment à Séoul en Corée. Je suis freelance depuis 10 ans et digital nomade depuis 6 ans maintenant. Et aujourd'hui, mon activité principale, c'est de former des gens à se lancer en freelance pour devenir nomades ou en tout cas vivre leur liberté. Ok, c'est hyper intéressant. On en parlait en off tout à l'heure. T'es digital nomade depuis très longtemps, bien avant que ça soit à la mode, depuis 2017. Et t'as produit beaucoup de contenu sur le sujet, que ce soit sur ton site internet, sur YouTube. Tu fais aussi des podcasts, t'es actif sur Instagram, enfin voilà, t'es vraiment actif un peu partout sur le sujet. Donc je suis content de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que t'es parti en digital nomade en 2017, à l'époque où c'était pas du tout trendy, quoi? Ouais, alors en fait, moi, ça remonte même à avant ça, parce qu'en fait, moi, j'ai découvert le nomadisme en fin 2012. En fait, j'ai un prof d'entrepreneuriat en cours, j'étais étudiant au Canada, qui apporte en classe le livre La semaine des 4 heures de Tim Ferriss, qui a lancé tout ce mouvement. Et donc, je le demande à mes parents pour Noël, tu vois, en mode étudiant fauché, et en fait, je le lis pratiquement d'une traite, quoi. C'est une énorme claque sur tout ce que je faisais à l'époque. J'étais étudiant en école de commerce, tu vois. Je m'engageais à bosser pour des boîtes, une carrière normale, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, où je découvre le nomadisme, c'est ma révélation, tu vois. C'est un peu mon étoile que je veux suivre et que le rêve que je veux accomplir. Et donc, je mets tout en place dès ce moment-là pour y arriver. Donc, je me lance en freelance dans les semaines qui suivent. Donc, début 2013, c'est pour ça que ça fait aussi longtemps que je suis freelance, alors que j'étais encore étudiant. Et donc, je continue, tu vois, ma voie un petit peu classique d'étudiant en école de commerce. Je monte des petits projets à droite à gauche. Au début, je pensais plutôt, tu vois, me lancer comme dit Tim Ferriss en faisant du e-commerce, dropshipping. Mais en fait, il s'avère que je fais plein de tests pendant des années, en suivant mes études, en étant après salarié pendant un an et demi, pardon. Et je réalise en fait que le freelancing, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi, pour gagner ma vie en ligne en tant qu'indépendant. Et donc 2017 pour ça en fait, parce que j'ai découvert le nomadisme fin 2012, mais ça a pris finalement 5 ans pour que je finisse mes études, que j'arrive à trouver une manière de gagner ma vie en ligne, tu vois. Aujourd'hui, nomadisme, ça paraît limite assez courant, tu vois, il y a beaucoup de gens qui le font. À l'époque, c'était, mais est-ce que c'est vraiment possible, tu vois, et tu pouvais pas rencontrer de nomades en 2013, 2014, tu vois. Est-ce que tu peux nous résumer en 3 phrases, c'est peut-être pas très facile, mais le bouquin La semaine des 4 heures, quels sont les grands concepts qu'il y a dans ce livre, parce que tout le monde ne l'a peut-être pas lu? Ouais, alors en fait, c'est un livre qui a plein de facettes. En fait, moi, je me le relis tous les ans, tu vois, depuis que je l'ai lu, et à chaque fois que je le relis, je découvre une facette différente. Et en fait, le titre vient du fait que quand tu as lancé un business en ligne automatisé, etc., tu peux le gérer en 4 heures par semaine, tu vois. Ce qui est un peu utopique et ce que Tim Ferriss n'a pratiquement jamais fait. J'étais par relation interposée, tu vois, à quelques connexions de Tim Ferriss et je sais que lui, il bosse des semaines de malade, tu vois, 80 heures par semaine, etc. Donc, c'est pas vraiment ce qu'il fait, mais c'était un peu l'objectif. Mais concrètement, le livre, il passe par différentes étapes. Donc, c'est d'abord définir la vie qu'on veut. Et souvent, on se rend compte que c'est beaucoup moins inatteignable que ce qu'on pense. Pour ensuite se dire, OK, pour avoir cette vie-là, pour avoir, je sais pas, pour des gens, c'est une Ferrari, d'autres personnes, c'est vivre sur un voilier, etc. Il me faut tant d'argent. Et donc, mettre en place ce qu'il faut pour gagner cet argent-là. Ensuite, c'est de lancer son activité en ligne. Donc, l'activité qui va nous rendre libre. Donc, lui, il recommande le e-commerce. Moi, aujourd'hui, c'est clairement beaucoup plus le freelancing que je recommande et je vais écrire un livre sur le sujet d'ailleurs dans l'année qui vient, de freelancing, comment gagner sa vie en ligne pour devenir nomade, parce que le dropshipping et tout ça, c'est clairement, ça peut fonctionner si les gens savent ce qu'ils font, mais se lancer là-dedans aujourd'hui avec les barrières d'entrée qui sont minimes et la compétition, c'est du suicide, ou en tout cas, c'est très très peu de chances de réussite.
Et ensuite, c'est avec cette activité-là qui fonctionne, quitter son emploi éventuellement, et puis optimiser son activité, automatiser, déléguer, éliminer, et après profiter de sa liberté, quoi. En gros. Mais donc ça, c'est le truc, c'est le parcours du livre. Mais en gros, pour moi, c'est une bible de productivité et de façon de créer ses propres définitions du monde. Ok. Ouais, intéressant. Il faut que je me le relise. Tu m'as donné envie de replonger dedans. Je le mettrai d'ailleurs en description en description du podcast. Et du coup, donc t'es digital nomade depuis 2017. On a déjà eu sur ce podcast des digital nomades. On a eu Cyril Barrem et Augustin Delaporte, un entrepreneur, l'autre salarié qui était digital nomade en camping-car. On a eu aussi Mehdi Bouaziz il y a pas très longtemps, qui du coup lui voyage un petit peu tous les 3-4 mois de pays en pays en Airbnb. Comment est-ce que toi tu organises ta vie de digital nomade? Quel type de digital nomade tu es en fait? Ouais, alors moi je voyage, je me déplace en général tous les 1 mois et demi, 2 mois. Donc je suis plutôt ce type de nomade-là qui bouge quand même assez régulièrement, mais pas non plus toutes les 2 semaines. Et Ouais. je suis passé par différentes phases. En fait, moi j'ai un peu essayé de théoriser le nomadisme, tu vois, en regardant ce qui se passait sur le terrain, etc. Et c'est une de mes trouvailles, tu vois, c'est que les gens, quand ils se lancent en nomade, qu'ils ont travaillé des années pour créer leur activité, etc., ils ont cette phase un peu de chien fou, tu vois, où ça y est, t'es enfin libéré et tu peux faire ce que tu veux. Donc les gens essaient de travailler en bougeant tous les 2 jours, en visitant, etc. C'est ce que j'ai fait quand je me suis lancé en 2017, tu vois, j'étais vraiment en mode chien fou. Genre j'ai bougé partout en Thaïlande pendant 3 semaines, un mois, et en fait au bout d'un mois et demi, j'étais cramé, quoi. J'ai dû me poser et me remettre un peu en cause et tout ça, parce que Ouais. tu sais, voyager déjà en mode touriste rapide, c'est épuisant. Mais quand tu travailles en plus et que tu dois trouver, ok, où est-ce que je vais, où est-ce que je dois dormir, comment j'y vais, comment je Ouais, c'est travaille, ça. d'où est-ce que je travaille, etc. C'est épuisant. Ouais, il faut tout Donc réapprendre à c'est chaque ça. fois, quoi. Moi, je suis nomade. C'est ça. Moi, je suis nomade. Tu vois, je me considère nomade équilibre, qui est la deuxième catégorie. Et la troisième, c'est plutôt les nomades expats. Tu vois, un peu qui vont rester, tu vois, 3 à 6 mois par endroit. Ok. Ok. Intéressant. Et j'ai vu que tu aimais bosser en tribu. On en parlait aussi avant le recording, avant l'enregistrement. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que ça s'organise? Parce que, alors, effectivement, encore une fois, les nomades que moi, soit j'ai rencontrés, soit j'ai eu sur ce podcast, c'est des gens qui sont quand même assez souvent solitaires au final, parce que la Mhm. plupart des gens ne bougent pas tous les mois ou tous les 3 mois. Et donc, en fait, ils naviguent de communauté en communauté. Ils essaient de trouver des endroits qui sont déjà riches en termes de communautés de nomades ou communautés d'entrepreneurs, de startups, etc. Mais Mhm. toi, on a l'impression que t'as tendance à vouloir bouger en groupe, on va dire. Comment est-ce que tu organises Ouais. ça et d'où ça vient? Moi, en fait, moi, j'aime bien alterner, en fait, alterner un peu tous les styles de voyage et de chambouler un peu tout ça, tu vois. Euh, Parce que voyager que dans des endroits qui sont des hubs nomades, etc., c'est cool, mais c'est plus ou moins toujours le même genre d'ambiance, même genre de personnes, même genre d'endroits. Tu vois, ça va être des endroits Ouais, où le coût de la vie est pas trop cher, plutôt tropicaux, etc., etc. Moi, j'aime bien bouleverser un peu ça, tu vois. C'est-à-dire que je peux aller tenter de travailler du Laos, on en parlait juste avant, alors qu'il n'y a pas de nomades parce que c'est très compliqué de bosser. Mais je peux ouais. aussi adorer aller passer quelques mois à Lisbonne ou autre. Donc j'aime bien un peu varier les différents plaisirs. Pareil, là j'ai une copine nomade, donc on bouge ensemble le plus souvent. Mais j'aime bien aussi voyager entre amis, en famille. Donc j'aime bien varier un peu tous les plaisirs. Mais un mode que j'aime beaucoup, dont tu parlais, c'est le mode un peu tribu que j'appelle. C'est en fait, grâce à mon activité, tu vois, ça fait, comme tu disais, ça fait longtemps que je crée du contenu là-dessus. Je suis admin, j'ai créé un groupe Facebook de presque 7000 personnes, qui est la référence en francophonie sur le nomadisme. J'ai du monde qui me suit sur les réseaux, je crée du contenu et je forme des gens à le devenir. Donc j'ai en fait une espèce de communauté qui gravite autour de moi dans ce monde-là. J'ai aussi tout un réseau de groupes WhatsApp. Et en fait, j'essaie de coordonner pour qu'on se retrouve à des endroits donnés à certains moments de l'année. Ce qui marche le mieux pour l'instant, c'est se retrouver en début d'année, parce que tout le monde en général rentre en famille à Noël, etc. Se dire, ok, Ouais. tout le monde, les gars, là dans le groupe, on va en Thaïlande à tel endroit au début de l'année. Puis il y a un peu tu vois, de fait de convaincre les personnes, de dire, mais si, viens, ça va être cool, il y aura tout le monde, il y aura un tel, on va faire ça, etc. Et c'est arrivé plusieurs fois, tu vois. Et le Covid a été en fait la raison comme pourquoi j'ai découvert ça, c'est qu'en fait pendant le Covid, je suis allé à Lisbonne en fin août 2020, pardon.
Ok. Et en fait, c'était la seule ville et pays qui était un peu ouvert en Europe à ce moment-là du Covid. Et donc, il y avait plein de gens francophones, nomades, et on s'est rencontrés tous là-bas pratiquement. Tu vois, il y en a que je connaissais, d'autres pas, la plupart pas. Et après, on s'est dit, ok, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui est ouvert en ce moment? Ok, le Mexique est open, c'est parti au Mexique, tu vois. Et ensuite, ça s'est un peu fait comme ça. On s'est suivi, on s'est arrangé pour se retrouver comme ça, tu vois. Et donc, j'aime bien, tu vois, récemment, j'étais à Chiang Mai. On était une bonne vingtaine d'amis ou connaissances nomades qui sont là, tu vois. Puis c'est pas juste moi, c'est, Ah, ok, je connais peut-être 10 personnes, mais tout le monde a des amis d'amis, il y a des gens sur place, etc., tu vois. Donc, c'est arrivé comme ça au Mexique, à différents endroits en Thaïlande, à Bali, même là, tu vois, à Séoul, qui est pas forcément une ville nomade, on va être à peu près une petite dizaine de gens de mon réseau qui se connaissent. Donc c'est, tu ah, vois, sympa. un peu ce Ouais, mode-là. ouais. Et peut-être pour comprendre le truc, l'idée en fait, c'est de se retrouver au même endroit et d'être soit dans le même, la version ultime, c'est dans le même immeuble. Tu vois, c'est arrivé parfois qu'on ait un appart dans chaque étage d'un immeuble à 7-8 personnes, ou alors dans le même quartier. Tu vois, que voilà, on se dit ok, on a Ouais. un groupe, ok, ce matin je vais travailler dans tel café qui vient. Ce midi, qui va aller manger des tacos à tel endroit, tu vois. Ce week-end, qui va aller faire un road trip là, tu vois. Et en fait, d'avoir ce mode-là, nomade, quoi. Et en fait, c'est comme tes collègues ou tes amis quand t'es sédentaire à Paris ou autre, mais en version nomade. Et des gens qui ont pas les mêmes, souvent le même genre d'activité en ligne que toi, ou qui sont complémentaires. Et tu vois, on a toutes ces notions-là, tous ces points communs, quoi. Ok. Ouais, ouais, c'est intéressant. Et puis c'est vrai que du coup, ça enlève quand même vraiment le poids. Je voyage tout seul. Aussi, peut-être, je dois réapprendre. J'imagine que quand tu as un réseau, quand tu vas à Séoul, là, par Mhm. exemple, il y a probablement des gens qui disent, bah, si tu vas à Séoul, va dans tel quartier, c'est le meilleur. Tu pourras aller bosser là et là. Euh, Ouais, parce que c'est pas forcément c'est facile de ça. trouver de la donnée sur les gros hubs. J'imagine que c'est très simple, genre Chiang Mai, Lisbonne, Bali et tout ça. Je pense que c'est très très facile, mais le Laos, par exemple, c'est un peu plus compliqué pour savoir où se poser, comment travailler, etc., quoi. Est-ce que l'internet est bon? C'est ça. Et c'est là tout l'avantage d'avoir, enfin, toute la puissance de la communauté, tu vois, c'est que dans les groupes WhatsApp, je sais pas combien il y en a aujourd'hui, mais plusieurs, peut-être près de 200, je dirais, en tout. Il y a forcément quelqu'un là-dedans qui a été au Laos ou qui a tenté d'y aller, tu vois. Moi, et je sais qu'il y a une autre personne, Justine, par exemple, qui a été il y a pas longtemps. Donc, on peut Ok. avoir des données fraîches, en fait, sur ce qui se passe et comment ça se fonctionne. Donc, Ouais. c'est assez cool, ouais. Mais après, la Et alors, solitude, moi, j'aime bien, tu vois, des fois, être en mode solo, tu vois. C'est la liberté ouais, ultime aussi, tu fais ce que tu veux quand tu veux. T'as pas d'obligation sociale, donc c'est varier un peu les plaisirs. ouais, ok. Ok, et du coup, comment est-ce que tu organises ton activité professionnelle? Tu disais que tu es freelance, tu fais aussi de la formation. Comment Ouais. est-ce que tu arrives à trouver des missions? Comment est-ce que tu fais rentrer l'argent qui te permet de voyager et d'avoir ce mode de vie-là? Ouais, alors comme je disais en fait au début, j'ai testé un peu toutes les façons de gagner ça en ligne. J'ai monté plusieurs startups, j'ai fait du e-commerce, j'ai fait des événements en ligne, j'ai fait plein de trucs. Et en fait, le freelance, c'est ce qui m'a permis en fait de passer 100% à mon compte et de pouvoir voyager, donc de quitter mon boulot et etc. Ouais, Et donc pendant quelques années, j'étais principalement freelance et en voyage. Mais je pouvais aussi avoir d'autres projets à côté, etc. Tu vois, j'ai donné un cours à HEC Montréal pendant un an en étant freelance à côté. J'ai monté une startup en étant freelance à côté. Donc, mais au moins, j'étais à mon compte. Et en fait, il y a plusieurs trucs qui se sont passés. Déjà, comme je te disais, j'avais commencé à créer du contenu début 2019 sur le nomadisme en français. Avant, j'en créais en anglais, mais j'ai switché en français. Et j'avais aussi donné pendant un an, donc 3 sessions, un cours à HEC Montréal. Et en fait, le combiné de ça a fait que on a commencé à me demander comment je voyageais en travaillant, comment je gagnais ma vie en ligne, etc. Et d'un autre ouais, côté aussi, les formations en physique, où je devais me répéter chaque session, les mêmes cours, ok, séance 1, c'est là-dessus, séance 2, là, c'est là-dessus, etc. J'ai dit, ok, il faut absolument que j'arrive à faire quelque chose qui me convienne à moi et où je puisse partager tout ce que je sais au plus grand nombre. Parce que je faisais des coachings en direct, en one-on-one, tu vois, avec des personnes que j'aidais à se lancer en freelance, trouver leur activité, etc. Mais c'est pas forcément le format que je préfère moi. Tu vois, ça me fatigue énormément, les coachings individuels. Enfin, c'est à ouais, différents types de personnes. Et moi, je préférais carrément avoir un truc où j'avais une formation que je passais beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à faire, mais qui était bien faite, qui était digitale, que les gens pouvaient suivre. Peu importe si moi je suis à l'autre bout du monde et eux encore à l'autre bout du monde. Peu importe si je suis malade ou autre. Peu importe et pas avoir à me répéter. Et c'est là en fait que j'ai commencé à faire des sondages à ma communauté. Tu vois, j'avais créé déjà le groupe Facebook à cette époque-là, etc. Voir, ok, comment est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que vous voulez que je vous aide à faire, tu vois? Oui, je suis nomade, ouais. oui, je suis freelance. Et la réponse à ça, c'était aide-nous à se lancer en freelance pour pouvoir voyager. Et donc, j'ai lancé
en pré-lancé en fait en septembre 2019 Freemote, qui est toujours mon programme phare pour donc devenir freelance libre, pas forcément nomade, mais libre selon sa définition de la liberté, qui est encore le programme principal que j'ai pour aider les freelances. Aujourd'hui, c'est pour donner une idée, c'est plus de 350 personnes qu'on a accompagnées et coachées à devenir freelance. Donc ça commence à être pas mal. C'est une des références en francophonie pour le freelancing et le nomadisme. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure que j'ai vu l'ampleur et la puissance de ce programme-là, des accompagnements, de la communauté que j'ai créée aussi, je me suis dit, freelance, c'est cool, ça me paye bien, j'ai atteint un super niveau, etc. Mais en fait, ça me fait plus autant triper qu'avoir mon projet, tu vois, de formation, d'entreprise, parce que c'est pas juste formation, mais c'est une entreprise. Faut gérer le marketing, faut gérer le support client, faut gérer moi aussi la création de contenu et tout ça. Et je me suis dit, ok, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais petit à petit réduire mon activité freelance et augmenter mon activité de formation, tu vois. Et aujourd'hui, ce qui fait que je passe, on va dire 90 plus % de mon temps en tant que formation. Donc, je dis formation, mais c'est créer du contenu. J'ai une chaîne YouTube, tu vois, où je fais toutes les semaines une vidéo, un vlog voyage, tout ça, podcast, réseaux sociaux, animés, en fait, tout ça. Pour moi, formation, c'est pas juste les gens qui payent pour être formés, mais c'est toutes les personnes que je peux aider sur mon chemin. Tu vois, et aujourd'hui, j'ai cet objectif d'aider 100 000 personnes dans leur quête de liberté. Aujourd'hui, j'ai 18 000 personnes qui ont suivi au moins une de mes formations offertes, tu vois. Je parle même pas des payants. Et donc, c'est vraiment ça mon truc. Et quand j'ai vu l'impact que je pouvais avoir, j'ai dit, OK, je peux être aligné à 100% entre le nomadisme, les compétences de vente en freelance, etc., que j'ai acquises, le côté digital, mon métier à la base, qui est le marketing digital, et faire de tout ça un projet qui a du sens, quoi, et qui aide le max de monde et qui m'accomplit moi, tu vois. Parce que faire des missions freelance pour des clients, c'est cool. Mais c'est pas ta boîte au bout d'un moment. Et puis, moi, je suis plus entrepreneur dans l'âme, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Parce que moi, j'ai un peu le même parcours, en fait. J'ai commencé comme freelance, et puis après employé, et puis maintenant, je suis entrepreneur. Il y a des questions qui sont intéressantes, je pense, sur le côté Freemote, donc devenir freelance pour être nomade et bosser en remote. Je suis pas sûr que ça soit si évident que ça pour les gens qui nous écoutent, que tu puisses trouver des missions en freelance facilement et que tu puisses bouger. Tu vois, typiquement, moi je suis français, j'habite en France, je suis, on va dire, développeur. Je trouve une mission en freelance. Il y a quand même beaucoup de missions en freelance où ils te demandent de venir quand même t'asseoir sur la chaise du bureau au 4e étage parce que c'est hyper important pour eux de gérer le présentiel. Et puis si tu commences à leur dire, si tu trouves un client qui est OK pour le faire en remote, mais d'un coup tu dis en fait je pars à Séoul qui a je sais pas combien, plus 8 ou plus 7 heures de la France, ça va commencer à devenir très compliqué. Comment est-ce que tu arrives à gérer cet aspect? Parce que devenir freelance c'est une chose, mais devenir freelance qui bosse en full remote et qui voyage à travers le monde, comment est-ce que tu gères cet aspect? C'est intéressant dans ta formation. Ouais, puis c'est marrant parce que tu vois, moi je faisais ça même avant le Covid. Il y a beaucoup de gens, c'est le Covid qui a déclenché tout ça, le remote et voyager, etc. Moi je faisais déjà ça avant. J'avais même lancé Freemote avant le Covid, tu vois. C'est marrant parce que beaucoup de gens, maintenant ça paraît normal, mais en 2019 c'était complètement fou comme truc. Et donc, c'est en fait pour réussir à faire ça, c'est l'adéquation de plusieurs choses. C'est déjà d'avoir une activité qui le permet. Aujourd'hui, en freelance digital, c'est quand même pas mal toutes les activités qui sur le papier le permettent. Je veux dire, t'es devant ton ordi ou ton téléphone et tu fais des choses. Voilà, activités également qui peuvent être faites en asynchrone. T'as des métiers qui seraient possibles à faire mais qui sont compliqués parce qu'il y a des meetings, il y a des choses à faire en personne, il y a des manipulations à faire en personne. Mais déjà l'activité. Ensuite, c'est aussi le type de client, tu vois. Le type de clients qui sont plutôt de base remote. Je veux dire, c'est compliqué d'aller bosser pour une boîte de sécurité informatique où tu dois passer 12 badges dans 12 trucs différents pour rentrer dans le bureau, etc., de bosser en remote. Enfin, tu vois. Donc, c'est le type de boîte. Et souvent, les boîtes qui vont le mieux fonctionner pour le remote, en tout cas en freelance, dans la plupart des métiers, c'est les boîtes qui vont être plutôt de type startup ou PME, tu vois. Parce que c'est des structures qui sont quand même beaucoup plus flexibles. Si tu vas bosser, je sais pas, chez Total en remote, en freelance, ça va être plus chaud, quoi. Déjà, signer Total en freelance, faut s'accrocher. Mais voilà, c'est des environnements, des boîtes qui vont être beaucoup plus flexibles. Et aussi, moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est pas compliqué de comprendre sur le web que je suis nomade. J'en parle tout le temps, j'en parle partout, ça affiché partout. Des boîtes qui le savent et qui sont OK avec ça. Et limite, tu vois, mes clients actuels,
que j'ai gardé là, c'est un site de e-commerce au Québec. Genre, les moitiés des meetings qu'on fait, c'est pas une blague, hein. La moitié des meetings qu'on fait, ils me posent des questions sur mes voyages ou ils me demandent des conseils, tu vois. Là, par exemple, j'ai eu des questions sur le Portugal. Il y a le boss qui s'est acheté un appart en Espagne, il me demandait des trucs sur l'Espagne, tu vois. Donc, c'est ça. Et en fait, ils kiffent aussi, tu vois. Et c'est trouver des clients, en fait, qui comprennent que toi, t'es heureux comme ça, c'est ton style de vie. Et bien sûr, il faut être bon et hyper compétent là-dedans. Et en fait, que pour bosser avec toi, c'est ça les conditions, tu vois. Et qu'en fait, le travail va être aussi bon, voire meilleur, parce que toi, tu kiffes, tu vois. Alors que si moi, tu m'enfermes dans un cubicule dans le noir, je vais pas être très positif. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. En fait, et je comprends tout à fait que pour toi, c'est facile, on va dire, parce qu'effectivement, il suffit de taper ton nom, ton prénom, on voit tout de suite que tu es digital nomade et tu crées beaucoup de contenu sur le sujet, etc., etc. Mais je pensais à un de tes 18 000 freelances que tu as formés et qui viennent de commencer. Tu vois, quand tu commences en freelance, c'est pas forcément facile. Il y a plein de trucs qui sont compliqués, trouver le bon client, mettre en place une offre à peu près concrète, une bonne tarification. Et si en plus de ça, tu viens et tu dis, bah en fait, moi j'ai pas trop d'expérience, ça fait 2 ans que je bosse. Là, je viens de me lancer en freelance et dans 3 jours, je pars en Thaïlande. Ça doit quand même être particulièrement chaud, non? Ou quels sont, tu vois, j'imagine que toi tu donnes des conseils justement pour. Ouais. En fait, tout est dans l'adéquation entre les compétences. C'est sûr il faut savoir ce qu'on fait, etc. Et aussi le type de client et comment on l'amène. Il faut que ça vraiment pour le client, la mission qu'on fait, il faudrait que ce soit vraiment un truc vital, tu vois. Et qu'on soit la bonne personne pour le faire et que tout soit bien. Après, en soi, tu vois, le remote, je sais que pour les développeurs, c'est assez particulier par rapport à d'autres métiers. Tu vois, en marketing, que je sois à Séoul ou ailleurs, ça change pas grand-chose. J'ai pas forcément besoin d'eux, ils ont pas forcément besoin de moi, tu vois, pour la plupart des choses. Donc ça dépend pas mal du métier. Mais ouais, il y a plein de choses en fait qu'on peut mettre en place, puisque j'enseigne dans Freemote et autres aussi pour arriver à le faire. Tu vois, t'as la gestion des décalages horaires, t'as la gestion aussi de l'asynchrone et de tout ça. Mais en fait, une fois qu'on prouve aux clients qu'en fait, c'est un bien meilleur calcul de bosser avec nous en freelance à distance, que ce soit en termes de collaboration, que ce soit en termes de coûts salarial, etc. pour eux, s'ils hésitaient à recruter un employeur physique, je sais pas, de frais de bureau et autres, et en fait, ça devient une autre discussion. Et voilà, il y a aussi la question du tarif et tout ça, mais c'est encore autre chose. Ouais. Moi, pour avoir bossé beaucoup avec des gens qui étaient pas sur la même time zone que moi, il y a un truc qui est magique, c'est que quand tu te réveilles, alors moi je suis souvent plus à l'ouest que les gens avec qui je travaille. Ce qui est cool, c'est que quand tu te lèves, en fait le boulot est fait, quoi. C'est-à-dire que à la fin de la journée, tu dis en fait il faut que tu me fasses ça, et quand tu te lèves, c'est déjà fait. Il y a aussi un avantage certain à bosser en décalage. J'imagine que toi c'est pareil à Séoul. Parce que là, chez moi c'est le matin, chez toi c'est la nuit, donc on est en décalage complet. C'est plus compliqué sur la communication, mais sur l'exécution, tu vas plus vite en fait. Ouais, exact. Tu vois, moi, la plupart de mon équipe, ils sont nomades et ils bougent aussi. Je pense qu'on en parlera un peu après, mais il y en a quand même qui sont à Paris ou en Europe. Tu vois, moi, je me réveille le matin ici, là. J'ai aucune nouvelle, aucun message, aucun truc de personnes qui arrivent avant 14-15 heures. Donc, moi, mon moment de deep work le matin, il est magique, tu vois. Il se passe rien. Genre, j'ai les messages de la veille, mais bon, je peux les ignorer jusqu'à 9h, 10h parce que de toute façon, ils dorment. Et donc moi, tu vois, j'ai ces périodes de deep work le matin qui sont juste folles, tu vois. Et par contre, j'aimais bien, tu vois, quand je suis au Canada ou quand j'étais au Mexique ou autre, en fait, à un moment, tout le monde finit sa journée de travail en Europe, donc tout le monde coupe, et donc c'est plus facile pour toi de couper aussi, tu vois. Chaque fuseau a son avantage, mais ouais. Ouais, alors justement, parlons de ton activité formation où tu travailles plus en équipe. La formation, c'est un sujet qu'on a relativement peu abordé sur le podcast, la formation à distance. Pourtant, c'est un gros morceau. En fait, je pense que j'ai juste pas trouvé les bons intervenants. On avait parlé avec Gaëtan de Smet, qui a aussi une chaîne YouTube, mais plutôt orientée dev. Est-ce que tu peux... J'avais enregistré un épisode chez lui aussi. Ah, cool. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que tu as organisé ton process de formation, avec qui, comment est-ce que tu travailles avec qui, et comment tu fais pour former des gens à distance, parce que c'est pas si évident que ça en fait. Il y a encore beaucoup de gens pour qui le présentiel c'est plus simple, ou en tout cas pour qui faire des formations en conf call, en vidéo, c'est vite le cauchemar en fait. Ouais, alors moi en fait mon expérience de formation elle monte à avant d'avoir fait des formations en ligne, parce que
parce que moi, en fait, j'ai commencé assez tôt, je crois que j'avais 19 ans, dans le cadre de mes études d'asso étudiante, à organiser des conférences, des événements qui étaient en physique. Et donc, en fait, j'ai organisé à Montréal une 60aine d'événements. J'ai même repris un événement qui s'appelle Montréal Plus e-commerce, qui était le plus gros événement de e-commerce mensuel au monde. On a démarré, on était une trentaine de personnes par mois et on est arrivé jusqu'à 200 avec des conférenciers super connus comme Marc Roberge, tu vois, qui était un VP à HubSpot, qui est un best-selling author, qui est prof à Harvard et tout ça. Donc, pas mal d'expérience en événementiel physique, mais c'était des conférences, donc c'était de l'éducation aussi. Donc, j'ai vu pas mal de choses là-dessus. J'ai ensuite donc donné un cours à HEC Montréal pendant 1 an. Donc c'était un cours, j'étais chargé de cours. J'ai aussi été moi formateur. J'ai été invité à donner des formations en entreprise sur du marketing web, tu vois, des formations en présentiel. J'ai aussi donné des formations en ligne. Et donc j'ai vu un petit peu tous les types de formations et j'ai créé selon moi, tu sais, le format qui était le plus agréable à la fois pour moi, agréable et en même temps puissant et qui faisait passer le message pour moi et pour les élèves. Et en fait, moi, c'est clairement pas ce que je fais, c'est clairement pas ni du live complet. Tu vois, c'est pas genre je refais le cours à chaque fois en live, etc. Et c'est ni du vidéo Netflix, tu vois. C'est vraiment un équilibre entre tout ça qui fonctionne le mieux possible. Et donc, typiquement Freemote, puis j'ai aussi d'autres programmes. Tu vois, j'ai créé un programme qui s'appelle La Boussole pour aider les personnes qui voyagent à voyager au meilleur rapport qualité-prix. C'est plus ou moins le même format que j'ai répliqué. Mais en gros, c'est un cœur de formation qui est vraiment très réfléchi, très condensé, très compact. Tu vois, pour Freemote, c'est 17 modules. Donc, c'est des formations qui sont, c'est des vidéos qui sont enregistrées, etc. Mais que j'ai découpées, que je peux mettre à jour facilement, etc. Avec des supports de présentation et des exercices d'application concrète sur le terrain. Tu vois, donc c'est pas genre tu regardes une vidéo et après t'as fait ton truc. Non, il y a cette vidéo-là, il y a une ressource complémentaire et t'as pas fini le module tant que t'as pas envoyé tel message à telle personne sur LinkedIn, par exemple. Donc, c'est vraiment très concret, très pratique. Donc, il y a cette partie-là. Et il y a aussi la partie coaching, donc plus en live. Cette fois-ci, coaching de groupe. J'en avais un juste avant d'ailleurs, juste avant notre appel. Et donc, coaching de groupe, c'est 2 coachings de groupe par mois pendant 6 mois pour les personnes de Freemote. Et donc, en petits groupes en général de 8 personnes maximum, où là, vraiment, on avance sur les projets concrets de chacun, leurs problématiques, leurs blocages et leur plan d'action. Tu vois, donc tous les mois, ils savent que 2 fois par mois, ils nous retrouvent, moi, et puis j'ai aussi maintenant Léa qui est coach pour Freemote. Donc sur leur problématique complète. Et il y a aussi une communauté Facebook, donc on est aujourd'hui plus de 300, où tous les jours, tout le monde peut poster et tout le monde s'entraide en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rentre dans le groupe, quelqu'un a posé une question, elle a déjà été répondue par quelqu'un d'autre, tu vois, qui est plus avancé. Et donc c'est vraiment une communauté d'entraide hyper soudée qui est là. Et en plus de ça, on a aussi d'autres masterclass en plus. Tu vois, demain, on a une masterclass avec une membre de Freemote qui s'est formée à fond sur l'intelligence artificielle, qui fait un atelier de 2 heures sur comment utiliser ChatGPT pour trouver des missions, accélérer son activité, trouver des clients, travailler plus vite. Donc, tu vois, c'est vraiment un mix de beaucoup de formats qui sont bien organisés, bien structurés. Tu vois, le cœur de formation par rapport à quelqu'un qui le fait en live, moi, il est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus optimisé, beaucoup plus travaillé et beaucoup plus efficace aussi, quoi. Ok, en fait, t'as un corps de formation qui est très fourni et que tu mets tout le temps à jour avec de la vidéo essentiellement, c'est ça? Et puis après, autour de ça, gravite toute une communauté avec des outils communautaires où les gens peuvent se parler entre eux et en plus, par-dessus, tu rajoutes du coaching pour renforcer un peu. C'est ça. Ouais, c'est intéressant. Ok. Parce que moi, en fait, les gens aujourd'hui, il y a peut-être une époque où les gens aimaient ça, mais aujourd'hui, pour moi, les formations en ligne où tu payes une formation et tu regardes quelqu'un parler ou un MP3 pendant 2 heures, tu sais, ça marche plus. Les gens veulent de l'accompagnement, ils veulent qu'on soit avec eux, une communauté. Et moi, je l'ai compris très vite, ça, parce que je le savais de mes événements en physique. Et en fait, tu vois, également par rapport à la formation en vidéo, vu que j'avais donné 3 fois le cours à HEC, j'aime pas être un perroquet, tu vois. Je préfère le faire une fois très bien et limite le enregistrer, le remettre à jour, etc., que le refaire en live. En fait, la valeur ajoutée, elle est pas là. Le contenu, il est pareil pour tout le monde. Que je le refasse en live tous les 3 mois ou que je l'ai fait une fois bien, c'est pareil. La vraie valeur ajoutée est sur l'accompagnement et la communauté, en fait. Et tu fais que de la vidéo ou tu fais de la vidéo et du texte pour vraiment la formation pure et dure? La formation, c'est concrètement, c'est une vidéo que j'enregistre avec ma tête dans un coin et un support de présentation. Donc en général, c'est des slides, mais maintenant j'aime bien faire des formats plus interactifs comme des mind maps.
Tu vois, par exemple, la boussole, c'est en mind map complètement. C'est beaucoup plus interactif. Et puis, ça me permet aussi d'aller montrer des vidéos, montrer des ressources, faire des démos d'outils, etc., quoi. Ok. Donc, et tu découpes tes vidéos en petits formats? Genre, tu fais des vidéos de je sais pas, 20 minutes, 25 minutes, un truc comme ça? Ouais, ou tu fais une grosse vidéo? Le temps d'attention des gens est... Non, en fait, moi, je tourne un module d'une traite pour raison de productivité, pour être dans le flow. Mais après, je le découpe en plein de petits morceaux et les gens peuvent regarder, cocher ce qu'ils ont vu et regarder au fur et à mesure selon leur dispo, quoi. Ok, intéressant. Parce que justement, tu vois, j'ai connu les formations, les cours que je donnais à HEC Montréal, c'était des cours de 3 heures avec une pause au milieu. Donc, en gros, c'était moi qui parlais pratiquement pendant tout le temps. Je rendais ça interactif, mais pour caricaturer, pendant 2h45, c'est moi qui parlais en mode monobloc et tu vois très bien, en fait, que les gens décrochent assez vite. Parce que le temps d'attention, la durée d'attention sur un sujet est assez courte. Et puis ça te permet effectivement de mettre à jour, si tu as besoin de mettre à jour le bloc 3 et pas le bloc 4, tu peux mettre à jour le petit morceau 3 et puis... c'est ça. Tu vois, j'ai déjà fait une remise à jour complète de Freemote qui m'a pris des mois à mettre en place, mais c'est la meilleure version que je peux donner. Là, je vais refaire une mise à jour dans les prochaines semaines sur une certaine partie, tu vois, que je vois qui peut être améliorée. Parce que les questions qui reviennent tout le temps en coaching et en communauté, etc., c'est peut-être que je l'ai mal formulé ou que je peux complémenter, tu vois. Donc, en fait, plus ça va, plus en fait la formation prend de la valeur et est meilleure, et aussi plus la communauté grandit. Donc en fait, tu vois, c'est un effet je crois que ça s'appelle l'effet de réseau. C'est plus le temps passe, plus en fait ce qu'on crée a de la valeur. Par rapport à un truc que si tu refais en live, voilà. Déjà c'est épuisant et ça s'améliore pas en fait avec le temps. Et pour les vidéos, etc., et tu utilises des outils particuliers. Je sais qu'il y a Maven, par exemple, qui existe pour faire ce genre de trucs. Ou est-ce que tu le fais directement sur ton site internet avec des vidéos que tu as mis sur ton site web? Alors, il y a tout type d'outils que tu veux pour ça, aussi bien pour capter la vidéo que le montage, l'hébergement et tout ça. Moi, je suis très efficace et droit au but là-dessus. En fait, moi, j'enregistre mon écran. Pour la vidéo, c'est assez facile. Je découpe en montage classique. Je fais même pas de montage particulier, je découpe. Et l'hébergement, il y a 12 000 outils qui existent. Moi, en fait, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas 12 000. Et moi, mon espace de formation, c'est un site WordPress, c'est un sous-domaine de mon site qui est spécialement fait pour ça, tu vois, avec un plugin spécial. Les vidéos sont Vimeo et tout est en place. Et justement, ça me permet d'être beaucoup plus flexible dans les formations. Tu vois, par exemple, on a un plugin de job board, donc des gens de mon réseau peuvent poster une mission pour les Freemote. Et j'ai plein de fonctionnalités comme ça que je peux mettre. Là, je vais mettre bientôt en place un genre de chatbot en fait où j'ai mis toute la formation dedans. Et quelqu'un peut poser une question, par exemple, comment relancer un client, tu vois. Et basé sur mon contenu, le chatbot va répondre à la personne selon comment je l'ai expliqué moi, tu vois. Donc je peux mettre ça sur mon site parce que c'est mon site. Si t'as un truc tout carré, tout préconçu où tu peux rien toucher, tu peux pas faire ça. C'est plus compliqué. T'es développeur, tu connais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, alors question peut-être un peu off topic, mais qui m'intéresse. T'as un mécanisme d'affiliation aussi, c'est-à-dire que ceux qui ont pris Freemote peuvent le recommander à quelqu'un pour avoir. Est-ce que pour avoir une espèce de loupe de grosse, pour le dire en français. Ouais. C'est ça. Je sais plus comment c'est en français, cercle vertueux. Ouais, moi à la base mon métier c'est du growth marketing, donc je connais bien. Et on a mis en place en fait à la base on avait un programme vraiment d'affiliation classique en mode web, tu vois, genre tu dois faire quelqu'un, tu gagnes 30%. En fait, ça marche pour les gens qui connaissent le web et le web marketing, et c'est pas du tout naturel pour quelqu'un de dire tiens, clique sur ce lien, achète, c'est une formation payante. Et donc ce qu'on a fait maintenant en fait, on vient de le lancer, mais ça me paraît beaucoup plus naturel en fait, c'est de proposer aux personnes qui sont dans Freemote s'ils voient quelqu'un dans leur réseau qui est intéressé, qui pose des questions, etc., en fait de les envoyer pour discuter en fait avec quelqu'un de mon équipe, tu vois, un petit appel juste pour parler de leur projet, vraiment en mode sans engagement, sans rien, juste discuter un peu du projet. Et en fait avec ça c'est beaucoup plus naturel pour la personne, pour le Freemote, de parler de la formation à un ami. Et puis ensuite pour nous aussi de répondre, d'expliquer concrètement ce qu'on peut proposer dans la situation de la personne, tu vois. Parce que nous on propose l'accompagnement, donc c'est pas tout robotique et standard en fait. Tu vois, on a différentes formules d'accompagnement. Il y en a aussi qui ont là je te parlais de coaching de groupe, mais il y a aussi des coachings individuels qu'on propose dans certains cas. Donc c'est ça.
Ok, ouais, et du coup, ton activité de formation, elle est effectivement plutôt bien taillée pour quelqu'un comme toi qui bouge tout le temps et qui est jamais sur le même fuseau horaire, parce qu'en fait, tu as peu de contraintes horaires, à part les coachings mensuels où vraiment tu as besoin d'être là à heure fixe, mais sinon t'as pas de contraintes particulières en fait. À part ça, j'ai aucune contrainte. J'ai aucune contrainte. Et tu vois, les coachings, comme je disais, on a Léa qui est à la base qui a suivi une de mes formations que j'ai formée pour être coach Freemote. Elle connaît toute la formation, elle est freelance depuis plusieurs années, etc. Qui gère la plupart des coachings. Et en fait, moi, j'en ai un ou deux par mois, tu vois. Donc c'est pour ça, Okay. tu vois là, on enregistre ça. Il est 23 heures chez moi. J'en ai fait un avant de coaching. Je l'ai fait, tu sais, plus ou moins où je suis dans le monde, je peux trouver un créneau qui marche pour tout le monde. Parce que j'ai des gens un peu partout, tu vois, dans le groupe là, j'avais une personne qui était au Japon, parce qu'ils bougent aussi, du coup mes élèves. Une au Japon, il y en a qui sont à Montréal, d'autres en Argentine, tu vois, donc faut un fuseau qui marche pour tout le monde. Et du coup, on a plusieurs groupes pour accommoder ça aussi, quoi. Ok. Donc, ouais, ça c'est intéressant. Ouais, moi le but c'était pas de me créer une activité qui me force à être sur un fuseau. Ouais, je me doute. Ok. Très intéressant. Je pense qu'on a fait le tour, aussi bien d'une overview un peu, un aperçu de ton activité de formation et surtout le côté digital nomade. Je finis toujours le podcast avec la question, avec la même question. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est employé dans une entreprise et qui veut faire comme toi, c'est-à-dire partir digital nomade, voyager tous les 2-3 mois. Quel conseil tu lui donnerais? Par quoi est-ce qu'on commence et quelle stratégie on adopte? Ouais, c'est une bonne question. Et moi déjà, ce que je dirais comme conseil de base, c'est plus la transition sera douce, mieux ce sera pour l'activité, psychologiquement et tout ça, parce que c'est quand même un gros jump, quelqu'un qui est sédentaire et qui a son emploi, etc. Donc, et c'est tout à fait possible, puis tu en as parlé plusieurs fois dans le podcast, d'être employé remote. Moi, je dirais, ce serait déjà de voir si dans l'emploi actuel qu'on a, on peut pas potentiellement être remote, peut-être pas toute l'année, mais au moins une partie, ou de commencer un peu à tâter le terrain. Je sais pas si vous avez déjà abordé le sujet dans le podcast. Si, ouais. On a abordé le sujet, mais c'est relativement peu commun quand même. Hein. C'est-à-dire que des boîtes qui sont en présentiel full et qui d'un coup te laissent partir en 3 mois en Thaïlande, il y en a quand même pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais bon, ça peut se tenter, tu vois. Il faut mieux le tenter avant de changer autre chose. Après, il y a l'autre option de rester employé, mais d'être employé dans une boîte qui accepte le remote ou qui est encore mieux remote first. Donc il y a pas mal de boîtes aujourd'hui, encore plus depuis le Covid, qui sont vraiment en remote. Donc parfois ils ont un bureau, parfois pas, parfois ils font des retraites, tu vois, quelques fois par an ils se retrouvent. Nous on a fait ça justement avec mon équipe, on s'est retrouvés, on était 4-5 à Chiang Mai il y a pas longtemps. Donc ça peut être cool aussi. Donc première option, son emploi actuel le transformer en remote. Deuxième option, trouver un emploi dans une autre boîte mais qui est beaucoup plus remote. Et donc ce sera facile parce que tout sera fait pour le remote en fait. Et ensuite, il y a deux autres options. L'option suivante, et chaque option, je trouve, permet d'avoir plus de liberté encore. L'option suivante, c'est d'être freelance, donc de vendre ses compétences actuelles, mais sous forme de prestations à non pas une, mais plusieurs entreprises. Et donc, c'est ce dont on a parlé pas mal aujourd'hui, en fait. Et donc ça, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Est-ce que le métier qu'on fait peut être fait en freelance ou pas? Mais en fait, moi, je te dirais qu'aujourd'hui, puis c'est aussi un des messages de Freemote et ce que je fais, c'est que toute personne, tu vois, qui écoute ce podcast, qui est capable de lire, parler, écouter, compter, etc. Enfin, tout le monde a des compétences bien plus importantes que ça et peut trouver une façon de les proposer en freelance. Donc voilà, il y a même moyen pour toutes les personnes et de se lancer comme freelance généraliste ou autre. Et donc là, pour freelance, c'est surtout de trouver des clients et de gérer son activité. Et en général, je vois aussi que pas mal de personnes qui sont employées remote, tu vois, au début, c'est cool, mais ils voient leurs potes nomades qui sont freelance et qui peuvent aller plonger le matin ou partir en week-end de 4 jours ou autre sans avoir rien à demander. Et en général, au bout de 1 ou 2 ans, ils se disent, tiens, ça pourrait être cool. Et ils le font en parallèle. Et tu vois, en tant que nomade, moi, 98% des gens que j'ai croisés étaient freelance sur la route. Au moins en partie. Il y a quelques employés remote, mais c'est quand même très rare. Je dis ça, ma copine est employée remote. Elle est freelance aussi, mais employée remote, ça existe, mais c'est quand même plus rare. Il y a plus de contraintes. Et après, le dernier type, c'est d'être entrepreneur. Donc, c'est en gros, pour les gens comprennent, c'est être entrepreneur remote. C'est en général soit travailler dans le monde du logiciel,
Donc, avoir un SaaS, startup, etc. Soit être dans le monde de la formation, coaching, comme je suis aujourd'hui. Ou ça peut être aussi du e-commerce, vendre du physique. Mais il faut vendre quelque chose en ligne, d'une façon ou d'une autre, quoi. Ouais. Après, il y a aussi quelques personnes qui sont investisseurs et qui en vivent, tu vois, mais c'est quand même assez rare. Ouais, ok. Ou alors rentier. Ouais, ou rentier, c'est pas mal. Il y a tout le volet aussi que moi j'explore pas mal en ce moment, qui est le volet agence, on va dire. Monter une agence de service qui soit plus ou moins productivisée et qui permet de bouger. Mon associé, il est complètement remote, il bosse tous les 2-3 mois et on est en train de monter une agence tous les deux. C'est intéressant. Agence, c'est un peu freelance en mode entrepreneur, quoi. C'est l'extension du freelance. Ouais. C'est intéressant que tu dises qu'il faut y aller doucement. Parce que... Ah ouais, le pire truc que je vois, c'est les gens qui, d'un coup, ils disent « Ah, nomade, trop cool, je quitte mon boulot », ils partent à l'autre bout du monde, et là, ils sont merde, en fait, c'est pas si simple que ça. Bah ouais. C'est clair. Étape par étape. Et en fait, moi, je dis souvent qu'en freelance nomade, on brûle pas des ponts, on en construit, tu vois. Ça fait un peu cliché comme ça, mais typiquement, peut-être que ton employeur actuel peut devenir ton meilleur client freelance, si tu fais bien les choses. Ou que tu peux avoir une rupture conventionnelle et te lancer en freelance avec eux. Enfin, tu vois, il y a plein d'options, mais si tu as tout brûlé ça, tu brûles ton réseau, tu brûles tout ça. Et j'ai déjà connu plusieurs nomades, tu vois, qui sont partis en mode nomade et tout ça. Et le pire truc, c'est quand ils ont plus d'argent, tu vois. En gros, ton compte en banque, quand ton activité démarre pas et que tu es en voyage, bah, tu as des dépenses, ton compte en banque diminue. Au bout d'un moment, soit tu prends des jobs un peu de base sur la route, donc, tu sais, genre, être serveur ou accueil d'un hostel, mais encore pour les visas et tout, c'est compliqué. Soit tu prends un emploi qui te permet de voyager, genre agent hôtesse de l'air ou autre, mais souvent ces gens-là rentrent chez eux, reprennent leur boulot d'avant ou plus ou moins, et très très peu repartent en fait. Donc t'as pas 12 000 chances de te lancer en nomade. Donc autant bien le faire et de bien suivre les bonnes étapes. Et peu importe dans quel chemin vous allez, de pas hésiter à demander aux gens qui l'ont fait, qui ont fait ce que vous voulez faire, qui peuvent vous aider, de le faire. Ok, ouais, intéressant. À méditer, cette histoire de faire les transitions doucement plutôt que brutalement, de façon à pas brûler les étapes ni son réseau et tout ça, et puis construire tout doucement son activité petit à petit, quoi. Essayer de grappiller ça vaut pour le nomadisme. Grappiller des étapes de liberté petit à petit. C'est ça, mais ça vaut pour le nomadisme, mais ça vaut aussi pour l'activité, tu vois. Je veux dire, le meilleur moment pour te lancer en freelance, c'est quand t'es employé et que t'as un revenu qui tombe tous les mois et que t'es confort, tu vois. Te lancer en freelance dans l'urgence, il me reste 2 mois et 3 jours d'économie, c'est stressant. Et ça doit pas l'être. Et du coup, tu prends pas les meilleures décisions et c'est pas agréable. Alors qu'en fait, ça peut l'être si t'es bien entouré et tu sais quoi faire à quel moment, quoi. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, freelance, qui sont comme ça, je leur dis, mais prends-toi un job alimentaire, tu vois, un mi-temps, je sais pas, le temps de te lancer et d'être OK, tu vois. Ouais, clairement. Et c'est exactement pareil pour entrepreneur. Il vaut mieux avoir un boulot à côté à mi-temps, histoire de payer ses factures, etc., d'être tranquille au niveau des besoins vitaux, on va dire. Et comme ça, tu peux monter ton activité sur le côté, parce que ça prend du temps, hein, tout ça. Même freelance, qui est quand même relativement simple à monter, parce que tu vends ton temps, donc c'est relativement facile à faire. Ça prend quand même du temps. Il faut monter ton réseau, etc., Donc le faire du jour au lendemain en plaquant tout et en partant en Thaïlande, c'est pas forcément effectivement le meilleur moyen. C'est ça. Et après aussi, moi je dirais, peut-être tu peux faire le passage de employé à entrepreneur. Moi je dirais que le passage encore plus smooth, tu vois, c'est genre passer de employé à freelance, parce que tu apprends plein de compétences de vente, de relations clients, de compta de base, etc. Et quand tu es freelance et quand tu as la liberté de choisir tes clients, etc., là, de lancer ton activité, en fait. Et tu vois, en fait, justement, c'est le message un petit peu de mon podcast Freepreneur, c'est que tous les entrepreneurs, les 95% d'entrepreneurs web que tu connais qui sont successful, ils ont tous été freelance à un moment au début pour se lancer. Et même parfois, certains, ils sont revenus, tu vois. Typiquement, l'exemple que j'aime bien, c'est Stanley Lu de Marketing Mania, je pense que tu dois connaître, au moins du nom. Qui avait son activité en ligne de coaching en séduction, etc. Il est revenu freelance pour avoir une activité meilleure, pour après lancer Marketing Mania. Et en fait, quand tu es freelance et que tu as des compétences que tu sais vendre, etc., c'est l'assurance tout risque d'entrepreneur. Tu vois, parce que ta boîte plante, qu'à cela ne tienne, demain, je prends une mission, je sais comment la trouver et je serai jamais à la rue, quoi. Tu vois. Clairement.
Clairement. Et moi, j'ai lancé ma startup comme ça. Tu vois, j'ai lancé mes formations comme ça. C'est aussi comme ça que ça a démarré. Et j'étais flexible de pouvoir, gérer les urgences que j'avais et en même temps être flexible de dire, OK, je peux prendre moins de missions et tout ça. En tant qu'employé, à partir du moment où tu commences à vraiment bosser, avoir l'activité qui tourne et tout ça, c'est pas toutes les boîtes qui vont accepter que tu passes à 4 jours semaine ou mi-temps ou autre, tu vois. Donc, je pense il faut vraiment le voir comme des vases communicants, à mon avis. Même dans les différents types de projets que tu veux mener, que ce soit des infoproduits, du freelance, du salarié, etc. Il faut toujours garder un espèce d'équilibre entre ta liberté ou les degrés de liberté que tu arrives à grappiller et en même temps la sécurité dont tu as besoin minimum pour pouvoir payer ton loyer, payer ta bouffe, ne pas être complètement stressé par l'argent. Et au fur et à mesure, en fait, il faut trouver un équilibre petit à petit. Et il faut pas tout vider d'un coup, partir tout dans liberté pour rien laisser dans sécurité. Ça se grappille petit à petit. Et effectivement, freelance, c'est un bon moyen pour revenir pour retomber sur ses pattes si on plante, parce que en tant qu'entrepreneur, tu te plantes quand même souvent. Hein. C'est un peu le but du jeu. Ou une des conséquences en tout cas. Le plus vite et plus souvent tu le plantes, le plus tôt et le mieux tu réussis. Mais c'est ça. Ouais, mais après chacun aussi chacun a ce dont il a besoin, ses définitions de ce dont il a besoin pour être en sécurité, tu vois. Ouais. Bien sûr. Moi, vu tout ce que j'ai vécu, les boîtes plantées, les machins, etc., je sais que j'ai beaucoup moins besoin de sécurité que quelqu'un d'autre, tu vois. Il y a des gens, s'ils n'ont pas au moins 2 ans d'économie devant eux pour vivre, ils sont stressés. Moi, j'ai déjà été en négatif. Tu vois, au Canada, tu as le système de crédit. J'ai déjà été en négatif, tu vois, pendant quelques mois. Mais tu vois, j'ai cette tolérance-là qui est un peu différente et d'autres personnes vont se dire, OK, je peux pas faire ça si je suis pas propriétaire de mon appart. Enfin, chacun ses définitions. Mais c'est important de se connaître et d'y aller étape par étape, encore plus. Ouais, clairement. Écoute, merci beaucoup Ambroise pour ce podcast. C'était hyper intéressant. Je mettrai dans la description du podcast ton YouTube et ton site internet. Est-ce que tu veux que je rajoute des liens particuliers? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut te trouver facilement en ligne au-delà de ton YouTube et de ton site? Ouais, écoute, le site, il y a pas mal tout, mais le groupe Facebook Nomade Digital Francophone, où on est presque 7000, il est pas mal aussi. Et sur YouTube, je partage pas mal de vidéos, des vlogs de voyage, des conseils de nomades, etc. Là, j'ai sorti hier, par exemple, une vidéo sur les 50 conseils de voyage au Japon. Donc, c'est plus ça. Et sinon, plus mon quotidien de nomade, tous les jours, c'est sur Instagram. Je partage tout en story. Ce que je mange, ce que je vis, les cafés où je bosse, tu vois, c'est vraiment un bon aperçu de la vie de nomade. Ok, ça marche. Je mettrai ça dans la description du podcast. Merci beaucoup pour cette interview. Et puis, à plus. Ouais, écoute, merci à toi et bravo pour ce que tu fais, le message que tu véhicules. On est tous dans notre mission. On va devenir remote. Enfin, on va aider les gens à devenir remote le mieux qu'on peut. C'est cool. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.